Mon fils adoptif a dit, « Vous n'arriverez jamais à la cheville de mon beau-père. » J'ai répondu, « Il aura besoin de bonnes chaussures. » Si cette histoire touche votre cœur, laissez un like pour me soutenir et commentez ci-dessous en me disant ce que vous pensez de cette situation familiale. Vos mots signifient tout pour moi. Je m'appelle Pierre Dubois, j'ai 66 ans et j'ai passé toute ma vie à construire pierre par pierre ce que ma famille considère aujourd'hui comme acquis. Je suis né dans un petit village des Ardennes, fils d'un mineur qui travaillait dans les carrières d'ardoise et d'une femme qui lavait le linge des bourgeois du bourg jusque tard dans la nuit. Quand j'avais 18 ans, je suis parti pour Paris avec une valise en carton ficelé et 1000 francs en poche, toutes les économies de ma mère. Je n'avais même pas fini le lycée, mais j'avais quelque chose qui valait plus que n'importe quel diplôme, la faim. La faim de construire, de prouver, d'offrir à mes futurs enfants une vie que je n'avais jamais eue. J'ai commencé comme manœuvre sur un chantier de construction à Clichy-sous-Bois. Mes mains saignaient chaque soir, mon dos me faisait souffrir comme si quelqu'un m'avait battu avec un marteau, mais je ne me suis jamais plaint. Chaque paie, même modeste, je l'envoyais à la maison pour mes parents et j'économisais chaque centime possible. Après 3 ans, j'ai rencontré Madeleine. C'était la fille d'un cheminot parisien, une fille sérieuse aux yeux noisettes qui travaillait comme secrétaire dans un bureau du centre. Je suis tombé amoureux d'elle la première fois que je l'ai vue descendre du métro à République, avec son petit manteau bleu et son sac en cuir marron qu'elle serrait contre sa poitrine. Nous nous sommes mariés en 1985 dans une petite église de Belleville, le quartier où nous avions trouvé un 2 pièces de 40 mètres carrés. Elle avait 23 ans, moi 26. Le mariage, nous l'avons payé avec nos économies, pas de réception somptueuse, juste les parents les plus proches et un dîner dans un bistrot près du canal Saint-Martin. Les premières années ont été dures. Madeleine travaillait toute la journée et moi je faisais des doubles équipes sur les chantiers. Le soir nous rentrions épuisés, mais nous étions heureux. Nous rêvions d'une maison plus grande, d'enfants, d'une vie meilleure. Le week-end nous allions nous promener dans Paris, nous regardions les vitrines des grands boulevards et nous nous promettions qu'un jour nous aussi nous aurions tout cela. En 1987, nous avons adopté Julien, un garçon de 4 ans dont les parents étaient morts dans un accident de voiture. Quand l'assistante sociale me l'a mis dans les bras, j'ai pleuré comme un enfant. Il pesait 18 kilos, avait les cheveux bruns comme les miens et de petites mains qui se refermaient sur mon index. À ce moment-là, j'ai fait une promesse silencieuse, cet enfant ne connaîtrait jamais la pauvreté que j'avais vécue. 2 ans plus tard, nous avons adopté Élise, et en 1992 Vincent, notre Benjamin. 3 enfants dans un 2 pièces, c'était impossible, alors j'ai fait ce que je devais faire, j'ai travaillé encore plus. Les week-ends je faisais de petits travaux de peinture et de réparation pour des connaissances, le soir après le chantier j'allais décharger des camions aux halles de Rungis. Madeleine ne se plaignait jamais, même si je voyais la fatigue dans ses yeux. Elle se levait à 5 heures du matin pour préparer le petit déjeuner à tout le monde, amenait les enfants à l'école, allait au travail, les reprenait, faisait les courses, cuisinait, les couchait. C'était une femme extraordinaire, et je tombais amoureux d'elle chaque jour davantage. En 1995, après 10 ans de sacrifice, nous avons pu acheter un 4 pièces à Montreuil. Ce n'était pas luxueux, mais il avait 3 vraies chambres, un salon décent et une cuisine où nous pouvions tous manger ensemble. Le jour du déménagement, en portant la dernière caisse, Madeleine m'a pris dans ses bras sur le pas de la porte et m'a dit « On y est arrivé, Pierre. On y est arrivé. » Les années passaient et je continuais à travailler comme un fou. Entre-temps, le secteur du bâtiment se développait et mon expérience commençait à être reconnue. En 1998, je suis devenu chef d'équipe, en 2001 chef de chantier. L'argent arrivait plus facilement, et enfin nous pouvions nous permettre quelques luxes, des vacances en Bretagne, des vêtements neufs pour les enfants, une voiture plus grande. Julien grandissait bien, était bon élève et voulait devenir ingénieur. Élise était douce et responsable, aidait toujours sa mère à la maison. Vincent, le plus jeune, était vif et intelligent, mais parfois trop gâté. Peut-être parce qu'il était le dernier, peut-être parce que quand il est arrivé nous allions déjà mieux financièrement,
nous lui accordions tout. C'est une erreur que j'ai comprise trop tard. En 2005, quand Vincent avait 13 ans, s'est produite la tragédie qui a tout changé. Madeleine a découvert qu'elle avait un cancer du sein. En 6 mois, cette maladie terrible me l'a enlevée. La femme qui avait eu sacrifié pour la famille, qui ne s'était jamais plainte, qui m'avait soutenu dans chaque moment difficile, est partie un matin de novembre pendant qu'il pleuvait dehors. Je me suis retrouvé seul avec 3 enfants adolescents et une douleur qui me fendait la poitrine à chaque respiration. Mais je ne pouvais pas me permettre de m'effondrer. Julien avait 18 ans et allait commencer l'université, Élise 16 et Vincent seulement 13. Ils avaient besoin de moi plus que jamais. J'ai continué à travailler, mais maintenant aussi à faire le père et la mère. Je cuisinais les pâtes le soir, mal, au début, je lavais les vêtements, j'allais aux réunions scolaires, j'essayais d'être présent pour tout. C'était épuisant, mais c'était mon devoir. Julien a eu son diplôme d'ingénieur avec mention très bien et a trouvé tout de suite du travail dans une grande entreprise de construction. Élise s'est mariée avec un brave garçon, David, qui travaille dans une banque, et maintenant ils ont 2 beaux enfants. Vincent a toujours été différent. Après le bac, il a commencé des études d'économie, mais il n'avait pas envie d'étudier. Il changeait de filière tous les 2 ans, ne passait pas d'examen, sortait tous les soirs. Moi je payais tout, frais d'université, appartement, parce qu'à 20 ans il avait décidé qu'il ne voulait plus vivre avec le père ennuyeux, voiture, vêtements, vacances avec les amis. À 28 ans, quand il a enfin eu son diplôme avec une note médiocre et 3 ans de retard, j'ai pensé que les choses allaient changer. Mais non. Il n'arrivait pas à trouver du travail, ou plutôt, il ne voulait pas accepter des emplois qu'il considérait en dessous de son niveau. Il attendait le poste parfait, le salaire élevé, le bureau avec vue. Entre-temps, il avait rencontré Céline, une fille de bonne famille parisienne. Ses parents, Alexandre et Patricia Moreau, vivaient dans un hôtel particulier à Neuilly avec piscine et jardin. Lui avait une agence immobilière de luxe, elle n'avait jamais travaillé un jour de sa vie. Vincent était fasciné par ce monde fait d'apéritifs dans les bars du Marais, de week-ends à Deauville, de dîners dans des restaurants étoilés. Je continuais à l'entretenir, espérant qu'il mûrirait tôt ou tard. Je lui payais le loyer, les dépenses, je lui donnais de l'argent pour sortir avec Céline. Quand ils se sont fiancés officiellement, j'ai aussi contribué pour la bague de fiançailles, 3 000 € pour un solitaire que Vincent avait choisi chez Cartier. En 2018, ils se sont mariés. Un mariage somptueux au château de Versailles, avec 200 invités, un menu gastronomique de 4 services, un bar ouvert et un orchestre en live. Les Moreau ont tout organisé, mais quand il a fallu payer, ils ont oublié d'avoir promis de partager les frais. J'ai payé 30 000 € pour ce mariage, pratiquement toutes mes économies des dernières années. Vincent et Céline sont allés vivre dans un appartement qu'Alexandre leur avait prêté, un 4 pièces dans le 16e arrondissement qui valait au moins 600 000 €. Vincent a enfin trouvé du travail dans l'agence de son beau-père, avec un salaire qui était le double de ce qu'il aurait pu prendre n'importe où ailleurs. À partir de ce moment, il a changé. Il a commencé à s'habiller avec des vêtements coûteux, à conduire des voitures de luxe, toujours des prêts d'Alexandre, à fréquenter des clubs exclusifs. Quand il venait me voir dans mon appartement de Montreuil, il regardait tout avec un air de condescendance, comme s'il était retourné dans un endroit qu'il avait laissé derrière lui pour toujours. Les déjeuners du dimanche, qui avaient été le moment le plus important de la semaine quand il était petit, sont devenus de rares visites de courtoisie. Il arrivait en retard, partait tôt, passait tout le temps au téléphone ou à raconter ses nouvelles amitiés importantes, les restaurants à la mode où il allait, les voyages qu'il faisait. Il y a 1 an est né leur premier enfant, Louis. Quand je suis allé connaître mon petit-fils à l'hôpital, Vincent m'a présenté à tout le monde comme « mon père », qui travaille dans le bâtiment. Pas « mon père », pas « le grand-père de Louis ». Juste celui qui travaille dans le bâtiment, comme si c'était quelque chose dont il fallait avoir honte. J'ai ravalé ma salive et j'ai pris dans mes bras ce bel enfant, lui promettant silencieusement que grand-père serait toujours là pour lui,
quoi qu'il arrive. Dimanche dernier, Vincent est venu déjeuner avec Céline et le petit Louis. J'ai cuisiné du coq au vin comme il l'aimait quand il était enfant. J'ai mis le couvert avec les couverts du dimanche que j'avais achetés pour Noël. J'ai disposé les fleurs que Madeleine aimait tant sur la table. Pendant le repas, Vincent a commencé à parler d'Alexandre, de comme il était doué en affaires, de comment il avait bâti sa fortune à partir de rien, de tous les contacts importants qu'il avait. Céline approuvait avec admiration, me regardant de temps en temps comme si elle comparait deux versions très différentes du même rôle, le père. « Papa, tu devrais voir comment travaille Alexandre, disait Vincent en coupant sa viande. Il a une vision des affaires qui est vraiment impressionnante. L'autre jour, il a conclu une vente de 2 millions juste avec un coup de téléphone. 2 millions. Tu comprends. J'ai hoché la tête et j'ai continué à manger, sentant grandir en moi quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. Ce n'était pas de la colère, pas encore. C'était plutôt comme de la déception mélangée à de la fatigue. Et puis il a cette capacité de mettre ensemble les bonnes personnes au bon moment, continuait Vincent. Hier soir nous étions à dîner avec un conseiller municipal et un directeur de banque, et Alexandre a fait en sorte qu'ils se rencontrent. Maintenant ils vont probablement faire des affaires ensemble. C'est génial. Céline riait à ses paroles, donnant à manger au petit Louis avec des gestes délicats. C'était une bonne mère, je devais l'admettre, et une épouse attentive. Mais je voyais aussi comment elle regardait l'appartement, les meubles que j'avais achetés au fil des années, la télé qui n'était pas le dernier modèle, le buffet que j'avais construit moi-même de mes mains. « Tu sais papa, a dit Vincent en posant sa fourchette, Alexandre m'apprend vraiment beaucoup. Il m'a fait comprendre ce que signifie avoir de la vision, de l'ambition. Avant je ne comprenais pas pourquoi certaines personnes réussissent et d'autres non, mais maintenant tout est plus clair. J'ai posé ma fourchette aussi et je l'ai regardée. Et qu'est-ce que tu as compris? Que ça ne suffit pas de travailler dur. Il faut travailler intelligemment. Alexandre travaille la moitié des heures que tu travaillais, mais il gagne 10 fois plus. C'est une question d'intelligence, de savoir exploiter les opportunités. Les mots m'ont frappé comme des gifles. Travailler intelligemment. Exploiter les opportunités. Comme si les 30 ans que j'avais passés sur les chantiers, sous le soleil et sous la pluie, avec les mains qui saignaient et le dos brisé, avaient été du temps perdu. Comme si ne pas naître riche avait été un manque d'intelligence. Je vois, ai-je dit simplement. Ce n'est pas pour t'offenser, a continué Vincent, évidemment convaincu qu'il devait mieux expliquer son point de vue. C'est juste qu'il y a différentes façons d'aborder la vie. Alexandre a toujours su comment multiplier l'argent au lieu de le gagner péniblement. Il a commencé avec l'appartement qu'il a hérité de son grand-père, l'a vendu au bon moment, a acheté 2 appartements plus petits, les a rénovés et revendus. Et ainsi de suite. Maintenant il a un patrimoine de millions. J'ai encore hoché la tête. Je ne savais pas quoi dire. Mon fils m'expliquait que le secret du succès était de commencer avec un appartement hérité. Très éclairant. Le point c'est, a-t-il ajouté en regardant Céline comme s'il cherchait une confirmation, qu'il faut savoir utiliser sa tête. On ne peut pas passer toute sa vie à faire le même travail en espérant que les choses s'améliorent toutes seules. C'est à ce moment-là que j'ai senti quelque chose se briser en moi. Je ne sais pas si c'était l'expression de supériorité sur son visage, ou la façon dont il avait dit « le même travail », comme si c'était quelque chose dont il fallait avoir honte, ou simplement le fait qu'il était assis à la table que j'avais achetée avec l'argent de mes heures supplémentaires, mangeant la nourriture que j'avais payée, après être arrivé avec une voiture qu'il conduisait grâce à des contacts qu'il ne s'était pas mérités. Intéressant, ai-je dit en mettant ma serviette sur la table. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Vincent a souri, content que je semble enfin intéressé par ces nouvelles philosophies de vie. Je pense qu'Alexandre est un exemple à suivre. Il a construit tout ce qu'il a avec intelligence et stratégie. C'est le genre d'homme que je voudrais devenir. J'ai regardé Céline, qui approuvait avec fierté. J'ai regardé le petit Louis, qui dormait dans sa poussette ignorant la conversation.
J'ai regardé les photos de Madeleine sur le buffet, et pendant un instant j'ai senti sa présence dans la pièce. Donc, ai-je dit lentement, selon toi Alexandre est meilleur que moi comme, exemple. Vincent a hésité une seconde, mais puis il a redressé les épaules. Papa, ce n'est pas une compétition. C'est juste que, eh bien, oui. Alexandre a obtenu plus. Il a construit plus. Il est arrivé plus haut. Le silence qui a suivi était assourdissant. Céline a arrêté de sourire et a regardé nerveusement son mari. Dehors, j'entendais les enfants jouer dans la cour et la circulation de la rue de la République. Plus haut, ai-je répété. Oui, a dit Vincent, et maintenant il y avait dans sa voix une nuance de défi, comme s'il avait décidé de dire enfin ce qu'il pensait vraiment. Il a plus de succès, plus d'argent, plus de propriété. Il a bâti un empire pendant que toi, eh bien, tu as toujours fait le même travail. J'ai senti le sang qui me montait à la tête, mais je suis resté calme. J'ai pensé à Madeleine, à ce qu'elle m'aurait dit en ce moment. J'ai pensé aux sacrifices que nous avions faits ensemble, aux nuits que j'avais passées à étudier pour obtenir les certifications nécessaires pour devenir chef de chantier, aux week-ends que j'avais travaillé pour payer ses études. Vincent, ai-je dit en le regardant dans les yeux, Alexandre est vraiment tout ce que tu dis. Bien sûr, a-t-il répondu sans hésiter. C'est un entrepreneur qui a du succès, il a une vision, il sait comment se mouvoir dans le monde qui compte. C'est ce qu'on appelle un self-made man. C'est ce mot, self-made man, qui m'a fait sourire. Un homme qui avait commencé avec un appartement hérité et des contacts familiaux, qui se définissait comme un self-made man. Et moi, qu'est-ce que je suis, ai-je demandé. Vincent a regardé Céline, puis encore moi. Tu es mon père. Et je t'aime. Mais tu dois admettre que tu n'as jamais eu ses ambitions, sa capacité de voir les opportunités. J'ai hoché la tête lentement. Je vois. Donc, récapitulons, Alexandre est meilleur que moi parce qu'il a plus d'argent et plus de propriétés. Je n'ai pas dit meilleur, a protesté Vincent, mais sans beaucoup de conviction. Qu'est-ce que tu as dit alors? Vincent a respiré profondément, et j'ai vu qu'il allait dire quelque chose qu'il regretterait pour le reste de sa vie. Mais il l'a dit quand même. J'ai dit que vous n'arriverez jamais à la cheville de mon beau-père. Les mots sont sortis comme un cri, comme si toute la frustration, tout le désir de me blesser qu'il avait gardé en lui avait explosé d'un coup. Céline a sursauté et a regardé nerveusement vers la poussette. Le silence qui a suivi était si profond qu'on entendait seulement le tic-tac de l'horloge à pendule que j'avais acheté pour notre premier anniversaire de mariage. J'ai regardé mon fils, cet homme de 30 ans que j'avais élevé, éduqué, entretenu, aimé inconditionnellement toute sa vie. J'ai vu dans ses yeux la conviction d'avoir raison, l'arrogance de celui qui pense avoir enfin dit la vérité. J'ai pris la serviette de la table, je l'ai pliée soigneusement et je l'ai posée à côté de l'assiette. Puis je me suis levé, je suis allé au buffet et j'ai pris une boîte que je gardais là depuis des années. Je l'ai apportée à la table et je l'ai ouverte devant eux. Dedans il y avait eu les documents de ma vie, certificat de travail, fiche de paie, contrat, diplôme, attestation de qualification. Mais surtout, il y avait les reçus. Des milliers de reçus. Chaque dépense que j'avais faite pour Vincent au cours des 15 dernières années. Tu as raison, ai-je dit en le regardant dans les yeux. Probablement je n'arriverai jamais à la cheville de ton beau-père. Vincent a souri, pensant avoir gagné la discussion. Mais, ai-je continué en prenant quelques reçus en main, il aura besoin de très bonnes chaussures, parce qu'il devra marcher sur beaucoup de terrain que j'ai construit. J'ai commencé à lire, frais universitaires 2015, 3 000 €. Appartement rue de Rivoli, année 2016, 12 000 € de loyer. BMW 2017, 30 000 €. Mariage 2018, 30 000 €. Voyage de noces aux Maldives, 12 000 €. Ameublement appartement, 20 000 €. Ma voix commençait à se casser, mais j'ai continué, frais médicaux de ta mère dans les derniers mois, 40 000 €. Frais d'obsèques, 7 000 €.
Tout payé en travaillant sur les chantiers, en faisant des heures supplémentaires, en renonçant aux vacances. Vincent était devenu pâle. Céline avait arrêté de respirer. Au total, ai-je dit en regardant le dernier reçu, en 30 ans de ta vie j'ai dépensé pour toi 350 000 €. Toujours en travaillant avec les mains, toujours en faisant le même travail, toujours sans être assez ambitieux. J'ai fermé la boîte et je l'ai remise dans le buffet. Maintenant dis-moi, Vincent. Ton self-made beau-père, en partant de zéro comme moi, sans héritage, sans contacts familiaux, sans aide, aurait-il réussi à élever un enfant en dépensant cette somme? Vincent n'arrivait pas à parler. Il fixait ses mains qui n'avaient jamais saigné, qui ne s'étaient jamais fendues de froid, qui n'avaient jamais porté de cale. Mais surtout, ai-je continué en me rapprochant de lui, dis-moi une chose, de ces 350 000 €, combien en as-tu jamais gagné avec tes mains? Céline a commencé à pleurer doucement. Vincent a levé le regard et j'ai vu que dans ses yeux aussi il y avait des larmes. Papa, Non, l'ai-je interrompu. Tu as fini de parler. Maintenant c'est toi qui écoutes. Je me suis rassis, mais cette fois ma posture était différente. Je n'étais plus le père patient qui acceptait tout. J'étais Pierre Dubois, l'homme qui avait construit une vie à partir de rien. Ton beau-père est parti avec un appartement hérité qui valait 100 000 francs en 1985. Moi je suis parti avec 1 000 francs. Il a eu des contacts familiaux dans l'immobilier depuis l'enfance. Moi j'ai appris métier après métier, sacrifice après sacrifice. Il a toujours su que s'il avait fait une erreur, la famille l'aurait aidé. Moi je savais que si j'avais fait une erreur, nous aurions fini sous les ponts. J'ai fait une pause en regardant le petit Louis qui dormait paisiblement. Il a construit un patrimoine en partant d'un avantage. Moi j'ai construit une famille en partant de rien. Et cette famille je l'ai entretenue, protégée, éduquée et aimée pendant 30 ans. Vincent tremblait. Papa, je suis désolé. Je ne voulais pas. Si, tu voulais, ai-je dit fermement. Tu voulais que je me sente petit, inadéquat, raté. Tu voulais que j'aie honte de ce que je suis, de ce que j'ai fait, de comment j'ai vécu. Eh bien, mission accomplie. Je me suis levé encore et je suis allé à la fenêtre. Dehors on voyait les immeubles de Montreuil, les HLM, les cours où les enfants jouaient au foot comme l'avaient fait Julien, Élise et Vincent il y a tant d'années. Mais tu sais quoi, Vincent? Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte d'avoir des mains qui savent construire au lieu de seulement prendre. Je n'ai pas honte d'avoir gagné chaque euro avec la sueur au lieu de l'héritage. Je n'ai pas honte d'être parti d'un village des Ardennes et d'avoir réussi à entretenir 3 enfants à Paris. Je me suis tourné vers lui. De quoi devrais-je avoir honte? D'avoir travaillé honnêtement? D'avoir toujours payé tout ce que je devais? De n'avoir jamais demandé d'aide à personne? D'avoir élevé 3 enfants sans jamais lever la main? D'être resté fidèle à ta mère pendant 25 ans et de ne l'avoir jamais trompée même après sa mort? Céline pleurait fort maintenant en tenant une main sur la bouche pour ne pas réveiller Louis. Vincent avait le visage dans les mains. Ton beau-père, ai-je continué, est-il vraiment si fort? Alors dis-moi, pourquoi l'agence immobilière qu'il a construite à partir de rien est-elle enregistrée au nom de sa femme? Pourquoi c'est elle qui signe tous les contrats les plus importants? Pourquoi quand j'ai fait quelques recherches en mairie j'ai découvert que l'hôtel particulier où vous vivez est au nom d'une société luxembourgeoise? Vincent a levé la tête brusquement. Comment tu sais? Parce que, cher fils, quand quelqu'un me dit que je n'arriverai jamais à sa cheville, je me renseigne. Et ce que j'ai découvert sur Alexandre Moreau t'enlèverait le sommeil pendant 1 an. J'ai pris un autre dossier du buffet, un que j'avais gardé caché jusqu'à ce moment. Tu veux savoir ce que fait vraiment ton génial beau-père? Il achète des appartements à des personnes âgées seules, les convainc de vendre à des prix ridicules en promettant de s'occuper d'eux, puis les revend au prix du marché. Certaines de ces stratégies intelligentes sont à la limite de la légalité. J'ai ouvert le dossier et j'ai montré quelques documents. Madame Rousseau, 84 ans,
veuve. Elle a vendu un 3 pièces dans le 7e pour 100 000 euros. Un mois après, Alexandre l'a revendu pour 400 000. Monsieur Petit, 79 ans, malade d'Alzheimer. Hôtel particulier à Neuilly vendu pour 300 000, revendu pour 800 000. Vincent était devenu vert. Ce n'est pas possible. Tout est documenté. Et tu sais ce qu'il y a de plus beau? Que demain matin ces documents arriveront sur le bureau d'un procureur que je connais. Un procureur qui, regarde le hasard, a acheté une maison grâce à un prêt que j'ai aidé à faire approuver quand je travaillais comme consultant dans une banque. Céline avait arrêté de pleurer et était devenue blanche comme un drap. Pierre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, chère Céline, que votre château de cartes est sur le point de s'effondrer. Et quand il s'effondrera, Vincent devra décider s'il veut rester sous les décombres avec son self-made beau-père, ou s'il veut revenir chez le père qui n'arrive pas à sa cheville. Point. J'ai remis les documents dans le dossier et je l'ai fermé. Ah, j'oubliais. L'appartement où vous vivez? Il n'appartient pas à Alexandre. Il est loué à une société offshore qui ne paie pas d'impôts en France depuis 3 ans. Le fisc le sait et va bientôt intervenir. Vincent s'est levé d'un bond, comme s'il avait pris un choc électrique. Papa, tu ne peux pas, c'est-à-dire, tu ne peux pas ruiner la famille de Céline. Je ne ruine personne, ai-je répondu calmement. Je fais simplement ce que j'aurais dû faire il y a des années, dire la vérité. La vérité c'est que votre beau-père est un escroc élégant, et vous vivez dans le luxe grâce à l'argent volé aux personnes âgées. Céline s'est remise à pleurer, cette fois fort. Mais alors nous qu'est-ce qu'on va faire? Où on va aller? J'ai regardé le petit Louis, qui s'était réveillé et nous regardait avec ses grands yeux curieux. J'ai pensé à Madeleine, à ce qu'elle m'aurait dit. J'ai pensé à mes parents, qui m'avaient donné tout ce qu'ils avaient. Céline, ai-je dit avec une voix plus douce, tu n'as pas de faute. Tu as été élevée dans cette famille, dans cet environnement. Tu ne pouvais pas savoir d'où venait l'argent. Et Louis est mon petit-fils, quoi qu'il arrive. Je me suis approché de la poussette et j'ai pris l'enfant dans mes bras. Il était si petit, si innocent. Vous deux, ai-je dit en regardant Vincent et Céline, vous avez un choix à faire. Vous pouvez continuer à vivre dans le monde de mensonges qu'Alexandre a construit et affronter les conséquences quand tout s'effondrera. Ou vous pouvez commencer une nouvelle vie, honnête, basée sur le vrai travail. Vincent me regardait avec les yeux pleins de larmes. Papa, je ne sais rien faire. Je ne sais pas travailler vraiment. J'ai toujours tout eu servi. Pour la première fois cet après-midi, j'ai ressenti de la pitié pour lui. C'était un homme de 30 ans qui se rendait compte qu'il avait été un enfant gâté toute sa vie. Vincent, ai-je dit en tenant toujours Louis dans mes bras, il n'est jamais trop tard pour commencer. J'avais 18 ans quand j'ai quitté les Ardennes, tu en as 30. Tu as une éducation que je n'ai jamais eue, tu as des compétences que j'ai dû apprendre seul. La seule chose qui te manque c'est la volonté de peiner. J'ai remis Louis dans la poussette et je me suis rassis. Si tu veux, tu peux venir travailler avec moi. J'ai une petite entreprise de construction maintenant, rien d'extraordinaire, mais honnête. Je t'apprendrai le métier depuis le bas, comme on me l'a appris. Tu ne gagneras pas autant que maintenant, mais tu dormiras tranquille la nuit. Céline avait arrêté de pleurer et me regardait avec de l'espoir dans les yeux. Vraiment? Après tout ce qui s'est passé aujourd'hui, tu nous aiderais vraiment? Céline, ai-je dit en souriant pour la première fois depuis des heures, je ne suis pas Alexandre. Moi je n'abandonne pas la famille quand les choses deviennent difficiles. Et vous, que ça vous plaise ou non, vous êtes ma famille. Vincent s'est levé et est venu vers moi. Un instant j'ai pensé qu'il voulait m'embrasser, mais au lieu de cela il s'est arrêté à 1 mètre de distance. Papa, a-t-il dit avec une voix brisée, j'ai tout fait de travers. J'ai dit des choses terribles, j'ai jugé ta vie sans rien comprendre. J'ai jeté tout ce que tu m'avais enseigné pour poursuivre un monde qui n'était pas réel. Je sais, ai-je répondu. Mais tu sais aussi autre chose?
Quoi? Que ce n'est pas important où tu tombes. Ce qui est important, c'est comment tu te relèves. Vincent a commencé à pleurer comme il ne l'avait pas fait depuis qu'il était enfant. Il s'est jeté dans mes bras et a sangloté contre mon épaule. Pardon, papa. Pardon. Je l'ai serré fort, sentant comme il avait maigri, comme il était fragile sous les vêtements coûteux. Je sais, fils. Je sais. Céline nous regardait en pleurant aussi, tenant Louis dans ses bras qui avaient commencé à faire de petits bruits. Et maintenant, a-t-elle demandé. Maintenant, ai-je dit en lâchant Vincent et en les regardant tous les deux, maintenant vous commencez une vraie vie. Demain matin Vincent vient avec moi sur le chantier. Céline, tu peux continuer à travailler jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose de plus stable. Vous pouvez venir vivre ici jusqu'à ce que vous trouviez un endroit à vous. Mais cet appartement est petit, a objecté Céline. Il était assez petit pour élever 3 enfants, ai-je répondu en souriant. Il sera assez grand pour reconstruire une famille. Ce soir-là, après qu'il soit parti en promettant de revenir le lendemain avec les valises, je suis resté assis à la table encore dressée, regardant les photos de Madeleine sur le buffet. J'y suis arrivé, lui ai-je chuchoté. Notre fils est rentré à la maison. Le lendemain, Vincent s'est présenté à 6 heures du matin en vêtements de travail. Ses mains étaient blanches et douces, les miennes étaient sombres et rugueuses. Mais quand je les ai mises côte à côte pour lui expliquer comment tenir une truelle, j'ai vu qu'elles étaient identiques dans la forme. Papa, m'a-t-il dit pendant que nous mélangions du ciment, maintenant je comprends ce que tu voulais dire quand tu as dit qu'Alexandre aurait besoin de bonnes chaussures. Qu'est-ce que tu voulais dire? Que pour marcher sur la route que tu as construite, il faut des pieds habitués à supporter le poids. Et nous avons été trop longtemps sur les épaules des autres. J'ai souri en regardant ses mains qui commençaient déjà à se salir. Bien. Tu as appris la première leçon. Laquelle? Que la route la plus longue est toujours celle qui mène à la maison. Mais c'est aussi la seule qui vaut la peine d'être parcourue. 3 mois plus tard, Alexandre Moreau a été arrêté pour escroquerie et blanchiment d'argent. L'hôtel particulier a été saisi, l'agence immobilière fermée, les comptes bancaires bloqués. Patricia Moreau est allée vivre chez sa sœur à Lyon, sans 1 euro. Vincent travaille avec moi depuis 6 mois maintenant. Ses mains sont devenues rugueuses et fortes, son dos s'est renforcé, son caractère a changé. Il n'est plus le garçon gâté qui comparait le père au beau-père. Il est devenu un homme qui sait ce que signifie gagner son pain. Céline a trouvé du travail comme secrétaire dans un cabinet médical. Elle ne gagne pas beaucoup, mais elle est fière de son salaire. Le soir, quand ils rentrent fatigués mais satisfaits, je vois dans leurs yeux quelque chose qui n'y était pas avant, la paix de celui qui sait avoir travaillé honnêtement. Le petit Louis grandit fort et en bonne santé. Quand je le tiens dans mes bras et qu'il attrape mon doigt avec ses petites mains, je lui raconte l'arrière-grand-père qui travaillait dans les mines, l'arrière-grand-mère qui cousait jusque tard dans la nuit, la grand-mère Madeleine qui a tout sacrifié pour la famille. Tu vois, Louis, je lui dis en regardant ses petites mains parfaites, un jour ces mains aussi devront travailler. Mais ce seront des mains qui savent construire, pas détruire. Ce seront des mains qui savent donner, pas seulement prendre. Vincent m'écoute toujours quand je parle à Louis, et je vois qu'il apprend aussi. Il apprend que la valeur d'un homme ne se mesure pas en mètres carrés ou en compte en banque, mais en ce qu'il laisse derrière lui. Dimanche dernier, pendant que nous étions tous les 4 à table pour le déjeuner traditionnel, Vincent a dit « Papa, j'ai une confession à faire. » Dis-moi. Quand je te disais que tu n'arriverais jamais à la cheville d'Alexandre, en réalité je savais déjà que ce n'était pas vrai. Comment? Parce que lui n'était jamais arrivé même aux chevilles de maman. Et toi, tu es l'homme qu'elle a choisi. Ça aurait dû tout me dire. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes. Ta mère serait fière de toi maintenant. Tu crois? J'en suis sûr. Parce que tu as mis les bonnes chaussures pour marcher sur la route que nous avons construite ensemble. Ce soir-là, avant d'aller dormir, j'ai pris la photo de Madeleine que je garde sur la table de nuit et je lui ai chuchoté,
nos sacrifices n'ont pas été vains, mon amour. La famille est revenue ensemble. Et pour la première fois depuis des années, j'ai dormi profondément, sans rêve et sans regret. Parce que parfois la meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui t'ont blessé, mais de reconstruire ce qu'ils pensaient avoir détruit. Et la plus grande victoire n'est pas de faire tomber les autres, mais d'aider ceux qu'on aime à se relever. Vincent avait raison sur une chose, Alexandre avait vraiment besoin de bonnes chaussures. Mais pas pour marcher sur la route que j'avais construite. Il en avait besoin pour fuir la mauvaise route qu'il avait choisie. Et pendant qu'il fuyait, nous marchions. Ensemble. Vers la maison. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un like et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du pardon de Pierre et de la transformation de Vincent. Vos opinions sont précieuses pour moi. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la case à gauche.